BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquédec. Bonjour à tous, c'est le club BFM Crypto. Merci d'être avec nous. Soyez les bienvenus. Gros programme aujourd'hui. Les ETF Bitcoin auraient l'adoption institutionnelle la plus rapide de toute l'histoire des ETF. Et ils repassent dans le vert. On va en parler dans quelques instants. Attention, des hackers nord-coréens attaquent l'écosystème crypto, en particulier la DeFi et même les ETF. On en parlera dans quelques instants. Tether, le plus gros stablecoin au monde, investit plus de 100 millions de dollars dans le secteur agricole. Assez incroyable comme diversification, on en parle dans un instant. Mais le gros sujet du jour, c'est le débat d'hier soir entre Kamala Harris et Donald Trump, car pendant ce débat, le Bitcoin a perdu près de 2000 $, puisque Kamala Harris semblait avoir l'avantage. On va se concentrer là-dessus tout de suite. Nous sommes en ligne avec Adli Takalbataï, cofondateur de Usual. Bonjour Adli. Et bonjour. Nous sommes avec Lilian Aliaga, journaliste indépendant. Lilian, je le disais, je propose qu'on commence tout de suite là-dessus. Le Bitcoin qui perd 2000 $ en quelques minutes, en plein milieu du débat présidentiel entre Kamala Harris et Donald Trump. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer ? Je le disais, Kamala Harris semblait avoir l'avantage. Ça n'a pas donné confiance au marché crypto ? Effectivement, Amaury, bonjour à tous. Effectivement, donc hier soir avait lieu ce fameux débat entre Donald Trump et Kamala Harris. Le premier débat télévisé entre ces deux candidats à la présidence des États-Unis, puisque auparavant c'était donc Joe Biden qui était en face de Donald Trump. Il était très attendu puisque jusqu'ici Donald Trump était en tête dans les sondages et notamment dans les sondages sur une plateforme de prédiction qui s'appelle Polymarket. On reviendra dessus tout à l'heure. Et puis finalement, voilà, au cours du débat, on a compris que Kamala Harris s'en est plutôt bien sortie et à l'inverse, Donald Trump n'a pas fait forcément très bonne figure. Et donc, puisque les analystes ont révélé dans la suite du débat que c'était plutôt Kamala Harris qui l'avait remporté, le Bitcoin a dégringolé puisque les attentes étaient quand même assez élevées envers Donald Trump, notamment sur le fait que Donald Trump est plutôt ce candidat pro-crypto par rapport à Kamala Harris qui représente la candidate, entre gros guillemets bien sûr, anti-crypto. Bon, et c'est assez intéressant, Lilian, parce que vous l'avez cité, mais il y a une plateforme, Polymarket, qui fait de la prédiction, et ça s'est retranscrit, le fait que Kamala Harris ait été jugée, en tout cas par une majorité de personnes, meilleure que son rival Donald Trump hier soir. C'est quoi Polymarket ? Comment ça marche ? Et comment ça suit tout simplement les sondages ? Alors, Amaury, c'est assez intéressant, Polymarket, puisque c'est une plateforme de prédiction décentralisée qui repose sur la blockchain et qui repose sur les crypto-monnaies. C'est-à-dire que, en fait, sur Polymarket, vous pouvez parier sur tout un tas d'événements du quotidien, de la vie de tous les jours, et notamment, vous pouviez parier sur, par exemple, qui allait remporter le débat entre Kamala Harris et Donald Trump hier soir. Et depuis à peu près mars de cette année, vous pouvez parier sur qui va remporter les élections américaines. Alors, initialement, entre Donald Trump et Joe Biden, et puis depuis juillet à peu près, entre Trump et Kamala Harris. Et ce qui est assez intéressant, c'est que cette manière finalement de réaliser un sondage est relativement précise, et tellement précise même que les médias américains traditionnels utilisent les informations et les données de Polymarket pour pouvoir savoir qui est plus ou moins en tête entre les deux. En tout cas, pour revenir sur le débat d'hier soir, ce qui est intéressant, c'est que directement, au cours du débat, on a vu vraiment les points de Donald Trump dégringoler. Il a perdu à peu près 3%, donc il a perdu finalement toute l'avance qu'il avait sur Kamala Harris et actuellement il se retrouve vraiment au coude à coude. On voit que le marché suit clairement cette présidentielle américaine et que, en tout cas pour l'instant, les sondages ont un impact direct sur les marchés. Maintenant, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que cet impact sera durable ? Est-ce qu'il y aura un réel impact au moment de l'élection présidentielle sur le long terme, si c'est Donald Trump qui passe ou si c'est Kamala Harris qui passe ? J'ai posé la question à Yorick de Montbine, conseiller référendaire à la Cour des comptes. On était avec lui à Surfing Bitcoin il y a quelques jours et il a un avis assez intéressant sur la question. Pour commencer, qu'est-ce que ça change au niveau du personnage si c'est Donald Trump personnellement qui passe ou Kamala Harris ? On l'écoute. Je pense que cette élection va être déterminante, va avoir un impact important sur le développement des cryptos aux États-Unis et dans le monde.
Donc, quand on regarde ce que les deux candidats disent, le préalable à avoir en tête, c'est qu'il est très probable que ni l'un ni l'autre n'ait la moindre connaissance ni le moindre intérêt pour les cryptos. On est vraiment dans une logique de promesses les plus clientélistes et démagogiques possibles des deux côtés. Les deux côtés ont identifié que c'était un sujet électoral et qu'il y avait une catégorie électorale à flatter. Entre les deux candidats, il y en a quand même un qui se montre beaucoup plus favorable aux cryptos que l'autre, c'est Trump. Il a dégainé en premier. Dans son style désordonné et confus, il a fait énormément de promesses, mais qui vont beaucoup plus loin que Kamala Harris. Donc là, entre les deux candidats, c'est très clair. Bon, donc Trump, a priori, plus favorable personnellement aux cryptos que Kamala Harris, mais maintenant, dans les équipes qui les entourent et dans le reste, tout simplement, de leur programme aussi, comment, de quel côté ça pourrait avoir le plus d'impact positif ou alors négatif pour l'écosystème crypto, du coup de manière globale, même internationale? Là, c'est la même chose. Quand on compare les deux entourages, les deux camps, deux idéologies, le camp républicain est nettement plus favorable aux cryptos. Il y a plus de parlementaires républicains favorables aux cryptos, comme Cynthia Lummis, alors que dans le camp démocrate, il y a Elizabeth Warren. Le camp de Joe Biden s'est montré favorable aux monnaies numériques de banque centrale, qui sont donc des concurrents directs des cryptos. Par ailleurs, le programme macroéconomique et de finances publiques de Kamala Harris, qui va consister à augmenter les impôts, à creuser les déficits, va avoir un impact indirect sur les cryptos. Défavorable, très probablement. Donc on peut dire, Yorick, aujourd'hui que, bon, on parle là uniquement de crypto, de développement de l'écosystème à l'échelle internationale. Si Donald Trump passe en novembre, ça pourrait accélérer le développement de l'écosystème, alors que si Kamala Harris passe, ça pourrait le freiner, c'est ce que vous dites aujourd'hui? Oui, exactement. Les États, fondamentalement, sur le long terme, ne peuvent pas grand-chose contre Bitcoin. Ils peuvent être très néfastes aux cryptos, en revanche. Et en tout cas, si c'est Trump qui gagne, ce sera beaucoup plus favorable pour les deux, pour Bitcoin et pour les cryptos. Voilà, c'était Yorick de Montbine, conseiller référendaire à la Cour des comptes depuis Surfin Bitcoin. Adli Takalbataï, cofondateur de Usual, vous êtes en ligne avec nous. En gros, ce que dit Yorick finalement, c'est que pour lui, ça aura un impact significatif, que ce soit Donald Trump qui passe ou Kamala Harris. Clairement, le résultat aura un impact. Lui pense que ce sera beaucoup plus positif pour le marché crypto à court et moyen terme si c'est Donald Trump qui passe. Et il a tendance à dire que si c'est Kamala Harris, ça pourrait quand même freiner certaines choses. Est-ce que vous partagez ce constat? Sur le court terme, post-élection et pré-élection, j'aurais tendance à dire oui. Sur le long terme, je pense que c'est tellement multifactoriel et la politique du président des États-Unis a un impact, j'ai envie de dire, sur plein d'autres choses dans le monde entier qui peuvent avoir elles-mêmes un impact sur les marchés. La politique guerrière ou non qui va être menée, la politique sur les dépenses publiques, le budget. Finalement, il y a énormément de choses à côté qui peuvent avoir un impact aussi. Et donc, l'un comme l'autre pourrait avoir des impacts sur des choses imprévisibles. Bon, ça, c'est pour le côté bottage en touche, on va dire, sur l'avenir plus lointain. Sur l'avenir proche, c'est clair et net que pour l'instant, les marchés ont tendance à réagir plus favorablement à Trump qu'à Kamala. Ça, c'est clair et net. Enfin, ça a l'air d'être visible. En tout cas, j'ai pas forcément d'études qui le défend. Mais c'est ce qu'on a vu sur le cours du Bitcoin, en tout cas hier soir. Oui. Et j'ai envie de dire, le point central qui me semble important dans ce que dit Yorick, c'est surtout sur la question de CBDC, où là, il y a une démarcation claire entre les deux candidats. Avec un refus total des CBDC de la part de Trump et une direction qui irait plus dans le sens des CBDC de la part de Kamala et du camp démocrate. Et je pense qu'en plus, c'est un duel qu'on va voir de plus en plus. Et c'est au-delà de l'aspect uniquement marqué, j'ai envie de dire, que peut revêtir une élection, où les marchés peuvent interpréter de manière plus ou moins positive. Les CBDC, elles auront un impact long terme sur les cryptos, je pense. Si elles sont promues, très utilisées, etc., par les différents gouvernements, parce que les CBDC, comme le dit bien Yorick, sont le véritable ennemi des cryptos, je pense, parce que c'est proposer finalement une alternative qui resterait totalement centralisée, qui est potentiellement extrêmement dangereuse pour nos vies privées,
et qui pourrait être forcé en quelque sorte. Parce que si demain on vous dit c'est ça le mode de paiement, alors sûrement qu'on ne vous le dira pas comme ça. On dira, bon, ben, pour l'instant, les sommes en cash, ça va être pas plus de X. Les sommes en carte bleue, ça va être pas plus de X ou autre. Enfin, en tout cas, s'il y a un remplacement qui se met en place, à mon sens, c'est beaucoup plus dangereux pour les cryptos, clairement. Après, on pourrait avoir la lecture inverse et dire que dans ce cas-là, les cryptos ont un rôle encore plus important pour échapper finalement au CBDC. Mais c'est plutôt là que je vois l'antagonisme personnellement. Parce que j'ai envie de dire que les marchés sont tellement sensibles en ces périodes troublées que finalement ce sera un soubresaut de plus dans une direction ou l'autre, ce résultat, plus qu'une direction long terme à mon sens. Lilian Aliaga, journaliste indépendant, vous êtes aussi en ligne avec nous. Vous venez d'écouter aussi Yorick de Montbine qui dit que pour lui, en tout cas à court moyen terme, il y aura un effet. Adli Takalbataï est plus nuancé, pense que ce sera plutôt un effet court-termier, parce que sur le long terme, ça ne va pas forcément créer d'un côté ou de l'autre une forte tendance. Quel est votre avis là-dessus ? Alors, vous savez, Maurice, c'est vraiment difficile de se positionner sur ce genre de sujet. On n'a que des avis personnels à donner. Et de mon côté, je me range plutôt du côté de Adli, puisque, à mon sens, en effet, on peut s'attendre à un impact à très court terme sur les marchés. Et on commence déjà à l'observer. D'ailleurs, c'est ce qu'on expliquait hier soir avec ce débat et l'impact que ça a sur le cours du Bitcoin. Les élections américaines auront un impact à très court terme sur le marché des cryptos et sur le prix du Bitcoin. Pourquoi ? Parce que tout simplement, Donald Trump est associé à l'étiquette du candidat pro-crypto. Et on a déjà des déclarations d'ailleurs qui ont été faites depuis quelques semaines maintenant de la part d'analystes qui nous disent que si Donald Trump est élu, Bitcoin pourrait atteindre $90 000, $100 000 d'ici la fin de l'année. Donc voilà. En tout cas, on attend beaucoup de l'élection de Donald Trump. Et d'un autre côté, évidemment, si c'est Kamala Harris qui est élue, effectivement, on pourrait s'attendre à une chute du marché des cryptos, en tout cas une mauvaise réaction. Maintenant, si on commence à essayer d'observer à plus long terme ce que ça pourrait avoir comme impact, comme l'a très bien expliqué Adli, c'est très difficile de se projeter. Mais moi, ce que je voudrais simplement expliquer, c'est que ça fait 15 années que Bitcoin existe, 15 années qu'on a des présidents à la tête des États-Unis qui sont au mieux très peu intéressés par les crypto-monnaies, au pire anti-crypto, et ça n'a pas empêché à Bitcoin d'être l'actif le plus performant sur les marchés. Donc je pense qu'à part effectivement le sujet des monnaies numériques de banque centrale qui pourrait mettre un sacré coup de ralentissement au développement des cryptos de manière générale, et pas forcément de Bitcoin, mais surtout des cryptos, à part ce sujet-là où Kamala Harris est plutôt enclin à les accepter, je pense qu'il n'y a pas fondamentalement de gros changements, on va dire, sur l'adoption du Bitcoin en tant que tel. Pour l'industrie des crypto-monnaies, ça peut être un petit peu plus compliqué parce qu'on parle d'entreprises et que, en effet, la politique de Kamala Harris vis-à-vis des entreprises sont un petit peu plus difficiles avec une hausse des impôts et ainsi de suite, et donc moins favorable au développement de cette industrie des cryptos. Et comme l'a bien dit Yorick, on a notamment des personnes dans le camp démocrate qui sont vraiment anti-crypto et qui pourraient forcer une politique qui n'aide pas l'industrie des cryptos à se développer. Mais si on s'attarde uniquement sur le sujet de Bitcoin, je pense que ça ne changera pas grand-chose sur le long terme. Lilian, en attendant, les ETF Bitcoin Spot, qui je le rappelle ont été acceptés il y a quelques mois, mi-janvier, eux sont repassés dans le vert très récemment. Et on a eu un tweet intéressant du CEO de la société Bitwise, qui émet aussi un ETF Bitcoin Spot, qui dit que tout simplement, les ETF Bitcoin Spot sont les ETF qui ont été adopté de manière institutionnelle le plus rapidement de toute l'histoire des ETF. C'est assez incroyable. Pourquoi est-ce que ce constat est réel, entre guillemets ? Quelle est la différence vraiment avec les autres ETF ? Pourquoi cet ETF-là est accepté si rapidement finalement par les institutionnels de la finance ? Alors, le sujet, il est un petit peu ailleurs. Ce qu'il faut expliquer, c'est que il y a quelques jours, il y a un analyste, Jim Bianco, qui a publié sur Twitter un article dans lequel il explique que, selon lui, les ETF Bitcoin Spot ne sont pas devenus un outil pour le trading ou pour l'adoption par les baby boomers. Ce sont ces termes. En fait, ce qu'il explique, c'est qu'il n'y a pas de nouvelles arrivées de capitaux dans le secteur des cryptos et notamment dans Bitcoin à cause de l'arrivée des ETF. En fait, selon lui, c'est simplement une rotation de capitaux depuis d'autres véhicules d'investissement, notamment les ETF Futures, vers l'ETF Bitcoin. Voilà. Et c'est à cela que répond Matt Hougan, donc le CEO de la société Bitwise,
qui d'ailleurs émet elle-même un ETF Bitcoin Spot. Et lui, il explique que les conseillers en investissement, donc les personnes qui vont finalement aller conseiller les épargnants américains dans leur manière d'investir et donc potentiellement leur conseiller ces ETF pour diversifier leur épargne, eh bien ces conseillers en investissement adoptent les ETF Bitcoin plus rapidement que n'importe quel autre nouvel ETF de l'histoire. Et en fait, c'est là que c'est intéressant puisqu'il explique que l'IBIT, donc là on se concentre uniquement sur l'ETF de BlackRock, l'IBIT a attiré 1,45 milliard de dollars de flux net de la part des conseillers en investissement. Ça peut vous paraître petit par rapport aux 45 milliards de dollars qui ont été injectés dans tous ces ETF Bitcoin au total, mais 1,5 milliard, c'est déjà énorme et ça le place en fait en tant que deuxième ETF à la croissance la plus rapide cette année liée aux conseillers en investissement. Et cette statistique, elle a été confirmée par notre analyste préféré, Eric Balchinas, analyste chez Bloomberg que l'on suit très souvent et qu'on mentionne très souvent lorsqu'il s'agit de parler des ETF. Il a confirmé et il a même donné un petit peu d'autres statistiques pour abonder dans ce sens-là. Et donc, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que on est sur l'un des ETF qui a le mieux performé de la part des conseillers en gestion de patrimoine, conseillers en investissement, ce qui signifie donc que, eh bien, ils ont compris que, évidemment, pour eux, c'est un business. Ils ont compris qu'ils avaient de l'argent à se faire là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'il y a une vraie demande de la part des épargnants. Et c'est ça qui est intéressant. Ces ETF n'ont pas attiré que des institutionnels, ils ont aussi attiré des épargnants américains. Adli Takelbataille, en CEO et cofondateur de Usual, en parlant d'ETF, c'est assez intéressant parce qu'il y a un ETF Ethereum Future qui a été supprimé, sorti du marché récemment. Pour quelle raison ? Alors, selon Vanek, en tout cas, qui l'a supprimé, c'est parce que on a désormais des ETF spot, donc il trouvait cet ETF Future un peu moins légitime. Et on voit aussi d'ailleurs sur les ETF spot Ethereum, même si c'est plus faible que Bitcoin, on continue de voir quand même des inflows, ce qui est intéressant. Et je pense que une des meilleures manières de saisir à quel point le ETF Bitcoin est un succès et de regarder celui d'Ethereum, entre guillemets. Bien sûr, les deux actifs n'ont pas la même capitalisation, donc ça joue également. Mais on peut voir que l'ETF Bitcoin a vraiment eu un intérêt global. Comme le disait Lilian, c'est tous ces finalement gestionnaires en patrimoine qui montrent que l'intérêt est très très diversifié et va pas uniquement dans quelques trésoreries de quelques grandes entités financières qui voudraient avoir dans leur mix et diversification un actif qui est différent, donc théoriquement un peu plus décorrélé, qui rend leur portefeuille théoriquement un peu plus sûr, mais que il y a une vraie envie, entre guillemets, d'investir dans Bitcoin de beaucoup de gens qui peut-être attendaient ce passage. Il faut aussi rappeler, je pense qu'il y a eu beaucoup de travail de pédagogie qui a été fait pendant très longtemps, notamment ces 3-4 dernières années, par des gens comme Michael Saylor et d'autres, de vraiment organiser énormément de réunions avec des conseillers en patrimoine en leur disant les particularités de Bitcoin, pourquoi c'est un actif différent, pourquoi il est là pour rester, pourquoi ça vaut le coup d'en mettre dans son portefeuille. Et c'est ce travail-là, en fait, qui est en train de payer, je pense, avec le chiffre que nous a dit Lilian. Et c'est toujours important de rappeler quand même que l'éducation, c'est le plus gros challenge des cryptos. Parce que c'est réussir c'est ce qu'on fait aussi également ici, c'est réussir à faire comprendre que c'est bien au-delà de tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on a pu voir et tout ce qu'on peut continuer de voir comme arlésienne négative sur ce que sont les cryptos et sur ce qu'est Bitcoin. Donc je pense vraiment que c'est là que se joue le combat. Et finalement, l'ETF Bitcoin, à mon sens, c'est surtout l'expression d'une réussite dans la guerre d'opinion à propos de Bitcoin, plus que dans la guerre d'actifs à propos de Bitcoin. Bon, ouais, il s'était fait en quelque sorte labelliser, entre guillemets, par Wall Street en ayant ces ETF Bitcoin Spot. Adli, dans le même temps, il y a le FBI, rien que ça, qui émet un nouvel avertissement par rapport à des hacks qui viendraient de la Corée du Nord, des hacks qui visent l'écosystème crypto. Avertissement, je crois avoir entendu investissement pour être sûr que... Comment Avertissement, on est avertissement, ouais, a émis des avertissements concernant des hacks qui viendraient de hackers nord-coréens, qui viseraient l'écosystème crypto, notamment la DeFi et même des ETF. Donc ça veut dire qu'il y a des ETF, Adli, qui peuvent se faire hacker.
il faut savoir que les ETF, ils doivent acheter des bitcoins pour pouvoir les servir à leurs clients via un fonds. Donc ces bitcoins, il faut les acheter, donc ces bitcoins, il faut les stocker. On peut penser que la majorité de ces personnes vont utiliser des custodians réputés de l'écosystème qui existent déjà, etc. Mais on sait aussi que certains sont custodians et ont décidé de le faire eux-mêmes. Donc, on peut penser qu'il y a une opportunité unique pour la Corée du Nord, parce que ce ne serait pas tellement possible avec des actifs habituels, à part des actifs physiques qu'on pourrait dérober, d'essayer de faire un double coup, je pense, en à la fois faisant du mal à un acteur américain et en volant énormément de crypto. Je suppose que c'est ça, parce que l'avis est pas très, l'avertissement du FBA sur ce point-là n'est pas très très clair sur ce qu'ils entendent sur menaces des Nord-Coréens sur les ETF. Mais je suppose que c'est par rapport à la garde des bitcoins. Et concernant la DeFi, par contre, c'est des méthodes très connues. C'est le phishing qui permettent de soit remplacer un site par un faux, soit prendre le contrôle d'un Discord et rediriger tous les utilisateurs vers des faux sites. Et ça, c'est quelque chose, c'est un fléau en ce moment. Il y a vraiment beaucoup même de très gros projets historiques. Je crois que même par exemple le Discord de Polygon a été hacké récemment. Donc il y a vraiment un sujet de ce côté-là en ce moment. Et c'est un peu je pense que c'est aussi un peu un hasard. C'est pas un hasard que les Nord-Coréens fassent ça, parce qu'on sait que Lazarus est actif dans les cryptos depuis longtemps. On sait qu'il y a aussi des développeurs sous couverture qui essaient d'avoir des autorisations en se faisant passer pour des développeurs jusqu'à ce qu'ils aient la confiance, jusqu'à ce qu'ils puissent détourner. Donc ça, c'est quelque chose qui a déjà existé dans la crypto. Par contre, là, on se rend compte de plus en plus que finalement, en étant dépendant d'outils extérieurs qui ne sont pas pensés nécessairement pour des usages avec une sécurité requise très élevée, comme les cryptos, ça devient dangereux, parce que un Discord hacké, c'est totalement impossible de contacter finalement l'équipe de Discord pour faire quelque chose. Et leurs procédures sont très très longues. On a un peu la même chose avec Telegram, qui est quand même plus réactif, mais je pense que de plus en plus, la question de la sécurité des environnements de discussion crypto va se poser, parce que c'est clairement un vecteur d'attaque pour réussir à prendre le contrôle, parfois sur des espaces où il y a quand même beaucoup de personnes, des milliers, voire des centaines de milliers. Bon, on voulait aussi parler de la diversification de Tether, le premier stablecoin au monde qui devient actionnaire de sociétés dans le secteur agricole. Bon, malheureusement, on arrive au bout du temps de cette émission. On en reparlera très prochainement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Adlit Akalbataï, cofondateur de Usual, et Lilian Aliaga, journaliste indépendant. Merci d'avoir été avec nous. Prochain rendez-vous vendredi, les pros des cryptos à 15h, puisque demain, on laisse la place à la Banque Centrale Européenne et à Christine Lagarde. Merci de nous avoir suivis. Bon après-midi. BFM Business, BFM Crypto, le club.